Je laisse la parole au docteur Franck de Wilder qui nous a fait l'amitié de venir témoigner en qualité de président des spécialistes CSMF des projets qui sont déjà en cours. Ça peut peut-être vous donner des idées. N'hésitez pas, on est dans du pratico-pratique, voir comment ça se passe. Je vous laisse la parole, Franck. Merci à vous, merci à toute cette équipe formidable que vous constituez de m'avoir invité à présenter un sujet qu'on connaît bien. Alors, vous me demandiez d'intervenir sur quelques exemples et projets en cours. On viendra sur les modalités de financement et les difficultés rencontrées aujourd'hui. Tout à l'heure, il y a eu une question sur peut-on constituer finalement une équipe de soins spécialisés à peu de médecins? Eh bien oui. Je prends un des exemples de projets en cours qui est celui de l'ESS de neurologie qui embrasse le territoire du Comtat-Venessin, donc la région de Carpentras, et il est mené et il a obtenu une broutille de financement au travers d'un FIR, d'un fonds d'intervention régional, et ce sont 3 neurologues. Et le pilote, le leader, on le connaît bien, c'est le président du syndicat national des neurologues, qui est Bruno Perouti. Et ces neurologues envisagent et déploient cette nécessité d'avoir un ESS. On sait combien c'est difficile d'avoir une consultation spécialisée en neurologie pour les patients, mais pour tous les médecins, généralistes en particulier, mais qui ont besoin de cette consultation. Et donc, ils envisagent beaucoup, mais comme beaucoup de SS finalement, la nécessité de s'appuyer et donc de financer un coordonnateur, une coordonnatrice, c'est beaucoup plus qu'une secrétaire qui va répondre aux appels du médecin, déterminer si ça relève d'une consultation de soins non programmés, donc avoir dans un délai contraint, ou si ça relève d'un acte de téléexpertise, parce que c'est un patient connu du cabinet, ou que ça peut se jouer en téléexpertise, ou un acte de téléconsultation, ou encore un acte dans un centre expert, et à ce moment-là, la coordonnatrice plutôt que de laisser le médecin et le patient envoyer ce patient vers le neurologue libéral. Si d'emblée ça relève d'un centre expert, autant organiser les choses de la meilleure des façons. Le deuxième exemple, c'est celui des ESS de cardiologie, parce que les ESS, alors quand je dis des ESS, des projets d'ESS, parce qu'aujourd'hui, les ESS complètement structurés, et je vous expliquerai pourquoi après, il n'y en a pas encore, parce que c'est un projet balbutiant et même si on a tous plein d'idées, on a peine à se faire entendre et à obtenir la confiance des tutelles censées nous aider et financer ces projets. Et pourtant, ils sont intéressés. Et, le deuxième exemple, c'est la cardiologie. La cardiologie, on a plusieurs projets d'équipes de soins spécialisés en cardiologie. Une dans le sud de la France, menée par Marc Villassec, qui préside le syndicat national des cardiologues, mais une autre menée en Pays de Loire par Jean-Baptiste Caillard, qui est le président actuel de l'URPS Pays de Loire, et puis une autre menée à Paris par Patrick Assiag, avec toujours la même philosophie, et c'est celle que vous décriviez, Mathieu, c'est de permettre aux patients, donc aux médecins qui les soignent, d'avoir accès à un avis de médecin spécialiste, hors médecin spécialiste en médecine générale, à un avis spécialisé. Il y a un autre projet qui a d'ailleurs été le premier à obtenir un financement, et merci pour le chat, qui était celui de Luc Selimovic, qui préside le syndicat des dermatologues sur la région Paris, sur Paris. Alors, quels sont les objectifs aujourd'hui de tout? Parce que finalement, il y a des objectifs assez communs. L'objectif, c'est aller à la fois apporter du soin de médecine spécialisée hors médecine générale, parce que c'est comme ça qu'est écrit cet article de la loi de 2019, et puis que la médecine générale va se retrouver au travers des ESP, d'équipes de soins primaires, ou d'autres organisations. Et je dirais un mot sur ce que vous pensez, ce que je pense de ESS et CPTS, parce que parfois, on a tendance à vouloir nous renvoyer dos à dos, alors que ces dispositifs sont complémentaires. Les piliers qui guident tous les pilotes de projets de SS, c'est à la fois de pouvoir apporter de la médecine spécialisée auprès des patients, à la fois de la médecine spécialisée présentielle, et c'est
toute la problématique de l'accompagnement de l'ouverture de sites distincts de consultation. Je n'ai pas parlé de l'ESS gastroentérologie, mais je pourrais parler en fait finalement, l'ESS gastroentérologie, il y en a 2 qui sont en déploiement. Il y en a une en Nouvelle-Aquitaine, dont le pilote est Frédéric Cordet, et puis il y en a une dont je suis le pilote sur mon territoire, mais sur mon territoire, on a une spécificité qui est liée à notre établissement de santé. Jusqu'à il y a 2 ans, l'établissement de santé dans lequel je travaille, qui est le groupe Colancy Santé, était la propriété des 350 médecins et chirurgiens qui travaillent dans ce groupe régional. Et comme nous en étions propriétaires, nous étions intéressés au premier chef, je ne veux pas dire qu'on l'est moins aujourd'hui, mais quand même très intéressés au déploiement territorial de cet établissement. Et comme il était unique, parce qu'il y avait un seul établissement privé avec un seul groupe privé régional, on avait en face de nous le GHT piloté par le CHU et avec, pour un chat, une concurrence. Alors, ça ne touchait pas beaucoup le gastroentérologue que je suis, mais certaines spécialités, entre autres chirurgicales, avaient une concurrence importante qui s'était faite par le GHT, qui ouvrait des sites de consultation distincts. Et donc, on a comme ça créé 7 sites de consultation autour de la ville de Reims, à 50 à 120, 130 km de la ville de Reims, où travaillent une quinzaine de médecins spécialistes de spécialités différentes. Finalement, on est dans le schéma de ce qui pourrait être, sachant que c'est assez large, assez flou la loi, de ce qui pourrait être une équipe de soins spécialisés. D'une part, en apportant des sites de consultation, donc l'avenue d'un médecin spécialiste dans un territoire où il n'y en a plus, et on a peine à croire qu'il y en ait demain. D'autre part, en utilisant les outils, et ça vous parle mieux que quiconque, de télémédecine, de téléconsultation, de téléexpertise, de télésurveillance dans le cadre du programme ETAP, et puis de libérer, on fait tout ça, mais de libérer encore un peu plus, certainement, des places disponibles pour le soin non programmé. Alors, quels sont, je passe de ces quelques exemples, si vous me permettez, aux difficultés rencontrées et au mode de financement. Il y a un vrai intérêt de la puissance publique sur ce plan. Pourquoi je dis ça? Parce que du côté CNAM, il y a eu encore, il y a quelques jours, une réunion sur l'organisation territoriale. Alors certes, d'aucuns feront le constat que sur l'heure et demie de réunion, 1h10 a été consacrée aux équipes de soins primaires et 20 minutes sur les ESS, mais 20 minutes, c'est mieux que 0, et c'était 0 avant, et ça progresse. D'autre part, parce que les modes de financement aujourd'hui, puisque ne rêvons pas, on ne va pas aller d'emblée, parce que ça les effraie, vers un financement conventionnel, au travers de la convention médicale. Donc, il faut passer, et c'est peut-être parfois un bien, et on sait que c'est souvent un bien, par des expérimentations territoriales. Il faut trouver un moyen de financer ces expérimentations territoriales, parce qu'aller consulter sur un site distinct, ça doit être accompagné, parce que le soin non programmé en médecine spécialisée doit aussi être accompagné, et puis parce que si on veut que ces ESS fonctionnent, il faut un poste de coordinateur ou de coordinatrice. Ça peut se faire en lien, et c'est certainement un des liens qu'il faut trouver avec les CPTS. Et les financements, en fait, sont doubles. Nous, on a contacté, nous, CSMF, on a contacté sur ce plan depuis des mois. Ça fait des mois et des mois qu'on y travaille. Deux personnes, finalement, 2 services au ministère de la Santé. D'une part et surtout, la DGOS. Et en particulier, Katia Julienne, qui préside la DGOS, mais Sophie Augros, qui est en charge de l'exercice libéral à la DGOS. Et vous parliez tout à l'heure, Mathieu, des FIR. Sophie Augros m'a appelé il y a 10 jours pour me dire il faut que tu saches que sur 9 ARS, donc 9 régions pilotes, dans lesquelles il y a Nouvelle-Aquitaine, il y a Grand Est, il y a Hauts-de-France, il y a Île-de-France, 9 régions pilotes, on a de façon très significative augmenté cette manne financière que l'on donne pour les FIR, pour la coordination. Ça ne servira pas qu'aux ESS, mais ils ont vraiment cet intérêt et cette curiosité vis-à-vis de cette organisation territoriale des médecins spécialistes. La deuxième personne qu'on a contactée, c'est Natacha Lemaire. Natacha Lemaire, c'est Madame Article 51 au ministère. Article 51, qui sont l'article qui permet de façon assez formelle des expérimentations territoriales. C'est plus complexe d'obtenir un financement par l'article 51. On peut passer directement par le national ou par son ARS, mais toutes les pistes et toutes les voies sont ouvertes.
Après, reste la question à répondre à ESS, CPTS, c'est la guerre ou c'est pas la guerre? Ce n'est pas une question de guerre. À chaque modèle, je trouve que le caractère assez flou de cette loi qui dit les ESS, c'est une ou plusieurs spécialités médicales ou chirurgicales hors médecine générale, parce qu'ils ont une coordination qui est déjà plus qu'avancée, et plus avancée que chez les médecins spécialistes et qui est prévue, se regroupent pour la coordination et améliorer la prise en charge des patients sur un territoire donné. Alors, une ou plusieurs, c'est déjà un débat. On en a maintes et maintes fois parlé au sein des spécialistes CSMF, une versus plusieurs. Je pense que là aussi, à chaque modèle, son expérimentation, quand je discute de ça avec Jean-Paul Ortiz, il me dit, lui, moi, je suis néphrologue, ben, moi, j'envisage que l'ESS sur lequel il est en train de travailler, une que j'ai oubliée dans les points de suspension, vous m'en excuserez, lui, il la voit plutôt comme plusieurs médecins et professionnels de santé différents autour d'une pathologie, vous savez qu'il est néphrologue, et autour de l'insuffisance rénale. En me disant, moi, c'est plutôt la prise en charge de l'insuffisance rénale où va intervenir le néphrologue, mais le médecin généraliste, mais d'autres spécialités médicales et des professionnels de santé non médecins. D'autres, et c'est plutôt moi le modèle que j'imagine pour ma spécialité, c'est une spécialité, la gastroentérologie, qui va déployer une offre territoriale. Après, quel lien avec les CPTS? Certains envisagent, comme en lisant le plan Ma Santé 2022 de façon un petit peu sèche, et en disant finalement, c'est après tout ce vers quoi nous poussent les pouvoirs publics, rien d'autre que les CPTS. Simplement, moi, je vois autour de mon territoire, mais c'est partout pareil. En dehors de quelques très rares CPTS de très grande taille, la CPTS de Metz, qui englobe toute l'agglomération de la région Messine. Mais en dehors de ça, si je prends les CPTS autour de la ville de Reims, il y en a 7 actuellement, plus 4 ou 5 autres qui sont... Donc si je dois aller trouver un financement de mon ESS, mais après, faire le tour de 10 CPTS différentes, alors je suis un peu motivé pour le faire, mais mes associés ils vont s'essouffler bien avant la ligne d'arrivée, ils ne démarreront jamais. Si en revanche, moi je veux bien tous les recevoir, mais on reçoit tout le monde en même temps. Si en revanche on dit, voilà, finalement, vous m'excuserez du peu, le GHT libéral gastroentérologie s'appelle ESS gastroentérologie territoire Champagne-Ardenne, je prends parce que c'est là où je vis, mais ça pourrait être décliné partout. L'ESS dermatologie libérale parisienne, c'est à cet endroit-là, et finalement, ça donne l'endroit, la porte à laquelle on va frapper pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un avis spécialisé en dermatologie à Paris. Ça n'exclut pas les autres modèles. J'ai aussi entendu là très récemment, oui, mais ces ESS, c'est un modèle qui va exclure ceux qui ne voudraient pas y rentrer. Mais certainement pas. Ce n'est pas un modèle de cabinet unique. En revanche, ça rejoint, je trouve, à mes yeux, le modèle de cabinet 2030 dont vous savez que nous le portons au firmament, de la nécessaire entreprise médicale avec les spécificités de chacun pour répondre à une offre. Et puis je conclus par, je suis intimement convaincu quand j'interroge les plus jeunes de mes confrères, avec lesquels je travaille tous les jours, de ma spécialité ou d'autres spécialités, c'est qu'on reproche. On craint toujours que les plus jeunes de nos confrères, aujourd'hui en cours de formation, les externes, les internes, n'aient pas le souhait d'embrasser la carrière libérale. Ils disent ils veulent être salariés, ils veulent rester à l'hôpital. Ben moi, je pense que les projets de ESS, le projet qui les met dans un cocooning qui va les rassurer, ils ne vont pas travailler seuls, ils vont travailler au service d'eux, dans une structure qui leur parle un peu plus, parce que c'est une structure très coordonnée. Eh ben, c'est peut-être un moyen de les attirer vers le monde libéral et de les tranquilliser. Et donc, ils pourront avoir le choix d'embrasser une carrière hospitalière publique ou de rejoindre toute organisation, mais l'ESS, c'est une structure qui va se rapprocher de ce qu'ils ont, en sachant que l'ESS, et la loi le prévoit, ce n'est pas une ESS exclusivement de médecins libéraux, mais que dans cette ESS, et moi le projet que j'ai monté, dans cette ESS, puisqu'il y a un niveau de requête en fonction de l'expertise du centre, dans l'ESS, il faut y inclure les médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires
Et on voit bien comment la pandémie à Covid que l'on vit depuis de trop nombreux mois a montré que les médecins, quand ils se coordonnent entre eux, ça marche, et ça marche sans difficulté. Parce qu'on n'a pas de contraintes économiques qui nous lient. C'est les directions d'établissement entre elles qui vont chercher des parts de marché parce que ça sied à leur tarification. Je ne sais pas si j'étais… Merci beaucoup, Franck. Questions. Alors, il y a plein de questions. Donc, je vais essayer de vous les poser. Alors, il y en a pour Mathieu, il y en a pour Franck, il y en a pour un peu les deux. Donc, on a une question pratico-pratique sur quelles sont les clés pour faire accepter son projet et obtenir des financements. Alors, il y avait l'idée du lien avec la CPTS. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres, comme par exemple la prévention? Qu'est-ce qui est est-ce qu'il y a, peut-être que le sujet c'est finalement, est-ce qu'il y a des axes prioritaires pour les ARS? Voilà, l'idée c'est qui se cache derrière ça probablement c'est on va pas se lancer dans un truc qui sera de toute façon refusé. Voilà, est-ce que vous avez des conseils les uns et les autres? Un mot, je passe la parole à Franck après. Je vous ai parlé du diagnostic. Je pense que vis-à-vis de l'ARS, quand vous portez un projet quel qu'il soit, c'est bien d'avoir quelques données officielles qui justifient en fait de votre action. Et donc ce travail préparatoire de diagnostic est forcément nécessaire dans votre réflexion et nécessaire vis-à-vis de l'institution qui veut valider, qui elle est dans un schéma régional de l'organisation des soins. Donc je vous laisse bien sûr prolonger. Moi, je pars du même constat, c'est-à-dire que on voit bien que ce qui fait avancer ou ce qui peut faire avancer facilement, plus facilement un projet d'ESS, c'est le problème d'offre et de la demande. Si on avance un projet d'ESS là où manifestement il n'y a aucun problème pour trouver un cardiologue dans un territoire donné parce que le territoire est largement maillé de cardiologues, qu'il n'y a pas de souci, c'est compliqué. Si en revanche, on le voit, c'est sur les projets d'expérimentation même hors ESS, si on monte un projet de SS, par exemple, sur la santé mentale, pour prendre un sujet qui est très en tension actuellement, avec un projet innovant qui permet aux personnes qui en ont besoin et aux médecins qui ont besoin d'envoyer une personne chez le psychiatre, d'avoir un projet où on va le trouver plus facilement, ce projet va trouver à l'évidence une écoute favorable des ARS concernés. Merci, ça mérite d'être extrêmement clair. Alors, il y a peut-être une incompréhension. Quels sont les liens entre les ESS cités et les ESP de leur territoire? Alors, ESP, équipe de soins primaires, ou CPTS, disons, des territoires. Plutôt Franck, cette question du coup. Si on veut qu'une ESS ne voit jamais le jour, il faut expliquer que l'ESS, elle va fonctionner seule, indépendamment de l'organisation existante. Et je trouve la base de l'ESS, c'est que, et l'intérêt et la raison d'être d'une ESS, c'est pas, parce qu'on pourrait l'imaginer, je vais être un peu volontairement provocateur et presque vulgaire dans mes propos, c'est pas une pompe à fric pour amener tous les patients d'une spécialité donnée, d'un territoire donné, vers l'endroit où on va les soigner pour la pathologie donnée, parce que ça a pas de sens. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt d'une ESS, c'est d'améliorer l'accès aux soins dans toute sa diversité. Et donc, le faire sans une nécessaire coordination avec toutes les autres coordinations, CPTS, bien sûr, profitons de ce vent en poupe très important et porté au plus haut niveau de l'État qu'ont les CPTS, mais les maisons de santé pluridisciplinaires, mais les équipes de soins primaires, mais toute organisation territoriale, quelle qu'elle soit. L'ESS doit être la façon facile de contacter les médecins spécialistes d'un territoire donné, si sont tous regroupés. On n'a pas parlé des URPS, c'est peut-être un pavé dans la mare, mais l'URPS peut être aussi un bon média pour diffuser l'information. Oui, parce que c'est le lien et le pendant libéral avec les ARS. Et donc, certaines URPS, quand je parlais de Frédéric Corday tout à l'heure, il est le secrétaire général de son URPS en Nouvelle-Aquitaine. Évidemment que son URPS l'aide et soutient ce projet. Les projets Île-de-France, la dermatologie menée par Luc Solimovic, la cardiologie menée par Patrick Assiag,
il y en a un autre, j'ai oublié la spécialité, mais ont l'assentiment, le soutien nécessaire de leurs URPS. Et alors, on arrive bientôt à la fin. Une dernière question. Donc, une USS construite à partir d'une équipe spécialisée publique pourra-t-elle bénéficier du même type de financement, type FIR, qu'une USS libérale compte tenu du modèle de financement hospitalier? Alors, on répond à deux voix aussi. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'ESS public et d'ESS privé. Une ESS, c'est donc une ou plusieurs spécialités. Ramenons à une pour simplifier, d'un territoire donné, qui va se coordonner pour répondre à la demande donnée. Moi, j'ai un projet en cours, je vous le dis, sur ma spécialité, où je travaille en lien avec l'ARS Grand Est. Une des premières questions, les deux premières questions que m'ont posées les interlocuteurs de l'ARS, c'est celle dont on vient de parler, c'est-à-dire, et votre attitude vis-à-vis des CPTS, quelle est-elle? Je pense que si j'avais dit je ne veux pas en entendre parler, ben, ils seraient repartis immédiatement, ils auraient eu raison. Et la deuxième chose, c'est vous travaillez sur des sites de consultation distincts. OK, pour nous, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et pourquoi vous ne faites pas les endoscopies dans les hôpitaux des villes où vous intervenez? Elle dit, parce que pour l'instant, je n'y ai pas accès. Et ben, on va vous aider parce que ça doit se faire en collaboration. L'intérêt du patient. L'intérêt d'une ESS, le plus important est l'intérêt du patient. Quand je vais consulter tous les 15 jours dans les Ardennes et que je fais des consultations et que je ramène les patients pour faire les endoscopies sur la clinique dans laquelle je travaille à Reims, si demain on me permet pour ces patients ardennais que j'ai vus là-bas de faire l'endoscopie dans l'hôpital général de la ville où je consulte, et citer leur souhait, c'est un service rendu supplémentaire pour le patient. Donc il n'y a pas de SS privé et de SS public. Et puis concernant le financement, ce qu'on demande pour le financement, c'est à la fois l'aide d'une coordination, et là, l'aide d'un coordinateur ou d'une coordinatrice peut-être, et là peut-être que le lien avec les CPTS, je ne sais pas ce qu'en dira Mathieu, mais est un vrai levier. Parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'une coordinatrice pour chacune des ESS. On peut imaginer qu'une coordinatrice gère une ou deux ESS et que tout ça, ça rentre dans le maillage du financement de ou des CPTS du territoire concerné. Et puis, le deuxième financement que nous cherchons, c'est que si on veut augmenter la disponibilité en soins non programmés en médecine spécialisée hors médecine générale, il faut donner à ces médecins spécialistes un intérêt plus important à agir qu'ils ne le font aujourd'hui. Pareil sur les consultations sur site distinct. Quand vous consultez sur un site distinct aujourd'hui, vous n'avez aucun accompagnement, parce que vous savez que dans les territoires moins richement dotés, ce qu'on appelle improprement sous-dense, il y a un zonage qui peut exister. Simplement, le zonage est fait avec le prisme de la médecine générale. Et c'est un des anciens conseillers d'Agnès Buzyn, aujourd'hui conseiller à la CNAM, qui s'appelle Michael Benzaki, qui m'avait donné l'idée en disant mais pour les médecins spécialistes, c'est difficile d'avancer vers un zonage spécifique. Parce que le zonage du gastroentérologue dans un territoire donné n'est pas le même que son copain pédiatre, dermato, cardiologue et compagnie. Donc, c'est ubuesque et ingérable. Considérons qu'un médecin spécialiste qui va travailler sur un site de consultation distinct, dans la situation sanitaire qu'est la nôtre, c'est-à-dire qu'on a tous des délais de consultation importants, il le fait parce qu'il veut apporter du soin à des populations qui ont du mal à accéder à ces spécialités. Et il avait rajouté, il faudra simplement avoir une vigilance particulière sur les plus grandes villes françaises pour éviter, le diable se cachant parfois dans les détails, qu'un médecin moins bien intentionné crée dans les arrondissements qui l'entourent des sites de consultation partout pour bénéficier d'avantages comme le contrat solidarité territoriale médecin qui valorise la consultation de 20%. Donc il faut trouver un intérêt à agir, je pense que c'est l'intérêt de tous.